Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et Pédagogie. Salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo au sujet des finales et on va s'interroger sur la méthode pour réussir à gagner quasiment à tous les coups avec un roi et un pion face à un roi, avec notamment une technique que va nous expliquer Romu pour arriver à juger le plus rapidement possible ce type de position quasiment en un clin d'œil, on va dire. Alors Romu, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta méthode? Alors, bon, c'est pas ma méthode, mais disons que c'est une méthode qui m'a été expliquée il y a pas mal d'années et qui est assez pratique, qui présente l'avantage d'être très utile au niveau pratique parce qu'elle évite de calculer des variantes trop longues. Donc du coup, ça minimise le risque de se tromper. Surtout en fin de partie, quand on n'a pas beaucoup de temps à la pendule et qu'on peut être aussi fatigué, c'est toujours agréable de ne pas devoir calculer des variantes trop longues. Donc cette règle, c'est la règle des 3 petits avantages. Donc quels sont ces 3 petits avantages que l'on évoque? Le premier petit avantage est le fait d'avoir son propre roi devant notre pion. Quand on a une finale roi-pion contre roi, une condition absolument nécessaire pour essayer de gagner cette finale, c'est d'avoir le roi devant le pion. Alors, quand on dit devant le pion, ça veut dire sur une rangée qui se situe donc devant le pion. Ça veut dire, ça peut être juste devant, donc là par exemple, le pion en E3, on pourrait avoir le roi en E4, ça serait effectivement devant, mais ça peut être aussi loin devant, ça peut être sur la 5e rangée ou sur la 6e rangée, ou aussi sur les colonnes voisines. C'est pas forcément la colonne du pion. D'accord, donc par exemple, si notre pion est sur une rangée, il faut que notre roi soit sur au minimum cette rangée plus 1. Voilà, exactement. Ok. Donc ça, c'est le premier avantage, le roi devant le pion. Le deuxième avantage, c'est l'opposition, la prise de l'opposition. Donc c'est une notion que je pense beaucoup de nos followers connaissent déjà. Donc l'opposition, c'est lorsque notre roi se situe, donc comme tu l'as mis avec des couleurs. Donc là, le roi noir est en E8. Si le roi blanc vient sur la case E6, c'est l'opposition traditionnelle où on est face à face avec un nombre impair de cases. Alors, on la prend comme on veut, soit un nombre impair de cases entre les deux rois, ou lorsque les rois sont situés sur des cases de même couleur. Il y a les deux versions qui sont... Donc on pourrait dire aussi, si notre roi est en E4, on a 3 cases entre les deux rois, ou bien ils sont sur la même couleur. En tout cas, il y a une opposition entre les deux rois, c'est ça? Voilà. Là, c'est dans le cas de roi en E4 et pour les blancs et le roi en E8 pour les noirs, c'est ce qu'on appelle l'opposition éloignée. Ok. Et il existe un dernier cas de figure avec l'opposition en diagonale. Voilà, exactement. Donc le roi en C6 ou le roi en G6 pour les blancs, qui s'appellerait donc l'opposition diagonale. Ok, donc règle numéro 1, le roi devant, règle numéro 2, l'opposition, et quelle est la troisième alors? Et la troisième, c'est de placer notre roi sur la 6e rangée, donc pour les blancs, et évidemment, si on regarde du côté noir, sur la 3e. Alors pourquoi la 6e rangée? Parce que lorsque notre roi arrive sur cette rangée, beaucoup de moyens de défense de l'adversaire tombent à l'eau, et ça augmente largement les chances de gain, parce que le roi noir se retrouve notamment bloqué contre le bord de l'échiquier, donc ça réduit notamment son potentiel défensif. Ok, donc je fais un petit résumé avant qu'on passe aux exemples. Règle numéro 1, avoir son roi au moins une rangée au-dessus de la rangée occupée par le pion. Règle numéro 2, prendre l'opposition. Règle numéro 3, réussir à installer notre roi sur la 3e rangée de l'adversaire. Donc la 6e rangée pour les blancs, la 3e rangée pour les noirs. Ok, ça m'a l'air assez clair. Est-ce qu'on peut passer à un exemple? Alors, juste quand même, donc, quel est l'intérêt de connaître ces 3 petits avantages? C'est que la règle dit que lorsque l'on joue le coup, après avoir joué notre coup, si nous obtenons au minimum 2 petits avantages parmi les 3, la position est gagnante. Et si on n'obtient qu'un seul avantage ou 0, la position est nulle. Ok.
Donc c'est extrêmement pratique parce qu'on peut imaginer dans une partie, on calcule une variante ou par exemple une transposition dans une finale de pion. Déjà, ça peut prendre quelques coups à calculer, donc forcément, c'est pas toujours très facile. Et on peut imaginer qu'au bout de notre calcul, on débouche sur une position roi-pion contre roi. Avec cette règle, on est capable, en un coup d'œil, d'évaluer la position. On n'est pas obligé de calculer ce qui se passe une fois que la finale de pion apparaît. Donc c'est extrêmement pratique, et comme on va le voir dans les exemples qui vont suivre, c'est assez rapide et vraiment facile à appliquer. Ok, donc il nous faut au moins 2 petits avantages sur 3. Alors on y va avec cette position, donc hyper basique. Si on a bien compris ce que tu nous as dit, il faut que notre roi blanc cherche à s'installer devant son pion. Donc je pense qu'on va commencer par roi E2. Oui. Donc là, roi E7 pour les noirs. Donc là, on choisit un côté avec les blancs, ça ne change rien, soit roi D3, soit roi F3, on va dire roi D3. Et là, les noirs doivent tirer la sonnette d'alarme et se dire qu'au prochain coup, les blancs vont obtenir un petit avantage, à savoir le roi devant le pion. Ils sont capables d'aller en D4 ou en E4. Donc, quand on regarde avec l'œil noir, il est très important d'empêcher les blancs d'obtenir un second avantage. Parce qu'on ne peut pas les empêcher d'avoir le roi devant le pion, il faut absolument éviter qu'ils en aient un deuxième. Évidemment, le deuxième avantage qu'on va essayer d'éviter aux blancs d'avoir, c'est bien sûr de prendre l'opposition. Donc il faut veiller à ce que l'on joue un coup qui ne permette pas aux blancs de prendre l'opposition. Donc ça veut dire que si je joue un coup en fermant les yeux complètement au hasard, par exemple le roi E6, là j'ai rien compris à ta méthode puisque mon adversaire met son roi devant le pion, donc premier but marqué on va dire, et deuxièmement il prend l'opposition. Voilà, exactement. Donc ça fait 2-0. Voilà, là les blancs viennent d'obtenir 2 avantages. On peut arrêter le calcul ici et la position, on sait qu'elle est gagnée. Ok. Donc c'est assez pratique. Tout à fait. Donc on va anticiper le fait que le roi blanc au prochain coup va aller soit sur E4 soit sur D4 et au moment où il va arriver sur cette case, ce sera à nous de prendre l'opposition. Voilà. Ok. Donc en fait, il faut garder, donc, sachant que si les blancs jouent roi E4, les noirs devront jouer roi E6. Si les blancs jouent roi D4, les noirs devront jouer roi D6. Donc ce qui veut dire qu'il faut que les noirs jouent un coup d'attente et rester à distance raisonnable de la case E6 et D6. Donc la case tout indiquée, c'est D7. Ok. Bon, on remarque d'ailleurs au passage qu'on est en train de prendre l'opposition éloignée. Exactement. Ok, il y a un nombre impair de cases entre les deux. Donc les blancs continuent leur stratégie et font passer, ils marquent un premier avantage en mettant le roi devant le pion, mais maintenant les noirs jouent roi D6 et viennent nous bloquer. Donc là on n'a qu'un seul avantage sur 3, donc la position est nulle. Voilà, exactement. Donc on peut s'en convaincre en déroulant la variante, mais cette position est nulle. Donc les blancs essaient d'aller un petit peu avant, mais ils sont bloqués par le roi noir, on comprend bien. Donc si au bout d'un moment ça m'agace et que je veux passer en force, je dois jouer E4, mais là même je n'ai plus aucun avantage puisque je n'ai même plus le roi devant le pion. Ouais, c'est ça. Ok, donc roi E6, pion E5, roi E7. Alors, on part vraiment du principe que les blancs veulent y aller directement, et là par contre il ne faut pas se tromper, c'est ça ? Exactement, parce que là, donc on va devoir reculer notre roi avec les noirs, et par conséquent, le prochain coup blanc sera roi D6 ou roi F6, donc les blancs vont placer leur roi sur la 6e rangée, donc c'est un petit avantage, donc il faut faire en sorte qu'il n'en ait pas un deuxième. Le deuxième, bien évidemment, ça sera l'opposition. Donc il faut absolument comprendre que les cases F8 et D8 sont minées pour le roi noir, puisque si le roi noir va sur ces cases, les blancs seront capables d'avoir l'opposition en plus du roi sur la 6e rangée, et là ça serait gagné. D'accord, roi sur la 6e, plus opposition, on a 2 avantages et on gagne. On va le vérifier, je bouge mon roi, tu pousses en E7, je suis obligé de m'écarter, roi F7, et on comprend bien qu'il va y avoir une promotion. Donc d'accord, je dois anticiper le fait que ton roi va arriver, que tu vas marquer un premier avantage, il ne faut pas que tu en aies un deuxième, donc je fais roi E8, et au moment où tu arrives sur cette case avantageuse, je ne permets pas le deuxième avantage et je prends l'opposition à mon tour.
Exactement. Et là, effectivement, on arrive à une partie nulle. Ok, bon, je pense qu'on a déjà bien compris le principe de cette méthode, des 3 avantages. Et donc, il faut systématiquement se poser la question de ce qui va se passer. Il faut quand même à chaque fois avoir une vision, on va dire, sur 1 ou 2, voire 3 coups à l'avance, c'est ça? Ouais. Se demander ce qui va se passer. Bon, après, quand on a... Là, bon, évidemment, c'est le premier exemple, mais ensuite, on va voir que quand on a un peu l'habitude, c'est relativement simple. Ok. Alors, passons à ce deuxième exemple. Ce qui pourrait sauter aux yeux immédiatement, c'est que le roi noir est quand même assez éloigné, en tout cas visuellement, et on se dit que cette fois-ci, ça va bien se passer. Donc, si j'essaie d'appliquer la règle directement, je me dis, il faut que mon roi passe devant le pion, peut-être que le chemin le plus court pourrait être la ligne droite. Alors, est-ce que je peux jouer roi C2 et gagner la partie? Alors, tu peux jouer roi C2, mais tu vas pas gagner la partie, parce dommage. que les noirs ne peuvent pas empêcher le roi blanc d'aller devant son pion, mais par contre, les noirs sont capables d'obtenir l'opposition, puisque ici, si le roi blanc veut passer devant le pion, il ira sur la case C4 ou D4, donc c'est exactement pareil que tout à l'heure. Si le roi blanc va sur C4, le roi noir doit aller sur C6. Si le roi blanc veut aller sur D4, le roi noir doit aller sur D6. Okay. Donc, maintenant, c'est assez facile. Il faut comprendre que le roi noir doit être capable d'aller sur C6 et D6. Donc, la seule case, c'est roi C7. Et maintenant... Donc, sur roi D4, roi D6. Sur roi C4, roi C6. Et on pourrait aussi expliquer en disant qu'on a l'opposition éloignée avec les noirs. Ouais. Avec 3 cases entre les deux. Ok, donc très clair. Donc, je ne peux pas jouer roi C2. En tout cas, ça n'a pas l'air de fonctionner. Alors ici, on pourrait, du coup, je réfléchis, je me dis, si j'essaie de passer devant le pion en passant par l'aile dame, en tout cas en passant par le côté gauche de l'échiquier, je viens du côté où mon adversaire se trouve. Donc peut-être que je vais essayer de faire le tour avec roi D2. Est-ce que ça, c'est plus malin? Oui, parce que c'est une méthode assez traditionnelle de contournement. L'idée, c'est qu'on va essayer d'obtenir l'opposition diagonale. On en a parlé tout à l'heure. Et c'est beaucoup plus facile puisqu'on voit que le roi est sur le côté gauche de l'échiquier. Et donc, on va essayer de passer à droite de façon à obtenir l'opposition diagonale puisqu'on a vu que l'opposition classique, on n'arrive pas à l'obtenir. Okay. Donc, on fait roi E3. Là, les noirs sont obligés de venir vers le pion blanc, donc, de s'approcher, roi C6. Et là, en jouant roi E4, on a bien le roi devant le pion et on fait une opposition diagonale. Donc a priori, on a deux avantages. Donc cette position, elle est gagnée. Ok, alors vérifions-le. Donc imaginons que je joue roi D6. Là, bien entendu, hors de question de jouer pion D4, puisque je perdrai mon avantage d'avoir le roi devant le pion. Exactement. Ok, donc on va essayer d'être malin. On n'a qu'un seul avantage pour l'instant, on veut en gagner un second, on doit jouer roi D4, c'est quasiment forcé selon ta méthode. Ok, c'est pratique en fait, parce qu'on a juste à se laisser guider. Oui, exactement. On applique vraiment la règle. Okay. Et donc là, on voit l'importance de l'opposition. L'opposition, c'est vraiment se mettre en face du roi adverse, de façon à le forcer à choisir un côté, et ensuite notre roi part de l'autre côté pour dérouler le tapis rouge pour le pion. Ok, très bien. Donc par exemple là, s'il part sur la droite, nous on va à gauche. Voilà. Roi D7. Alors là, on doit faire attention, je pense encore, hein, c'est ça ? Ouais. Si on est un petit peu trop pressé, qu'est-ce qui va nous arriver ? Là, tu as bien le roi devant le pion, mais tu as qu'un seul avantage, puisque tu n'as pas l'opposition, puisque les noirs peuvent la récupérer avec le coup roi C7. Et là, ça serait nul. Ok, donc je me suis un peu précipité en avançant mon pion, ce serait déjà trop tard, ce serait nul immédiatement. Donc il faut bien faire attention à cette histoire de 2 avantages, donc on va en accumuler un deuxième, si je comprends bien, et récupérer l'opposition. Donc premier avantage, le roi est devant le pion, deuxième avantage, on a l'opposition. Ok, l'adversaire se décale, et là on a même un nouvel avantage qui apparaît alors, c'est ça ? Ouais, là on va cumuler tous les avantages, donc là en fait cette position tout gagne quasiment, donc là par exemple le roi D8, okay. Et là on peut jouer D4, on peut jouer roi D6, ouais. Bon roi D6 ça serait vraiment histoire de cumuler tout, puisqu'on aurait les 3 avantages, le roi sur la 6e, l'opposition et le roi devant le pion. Mais bon. Là, même D4 suffit. Alors, c'est bien de montrer D4 parce que
Après roi E8, on pourrait se dire mais les noirs récupèrent l'opposition, mais en fait c'est pas très grave puisqu'on a déjà 2 avantages, on a le roi sur la 6e et le roi devant le pion, et en plus en jouant D5, on récupère l'opposition. Et oui, puisqu'on donne le trait au noir, donc là, voilà. On est devant le pion, on occupe la 6e rangée, et en plus, je sais plus dans quelle couleur je pourrais le faire, voilà, on va le faire comme ça, en plus on a l'opposition. Ok, donc là, archi gagnant, on va essayer de voir ce qui se passe. Alors archi gagnant, ça veut dire que je ferme les yeux et je peux y aller, quoi. Je fais ce que je veux. Pas tout à fait, garde un œil ouvert au moins. Et toujours pareil, il faut toujours s'efforcer de garder 2 avantages. On a le roi sur la 6e et le roi devant le pion, donc il faut continuer à avoir ces 2 avantages, et donc il faut jouer roi D6. Le mauvais coup en tout cas, serait D6, qui perdrait 2 avantages, et on n'aurait que le roi sur la 6e rangée, et donc là ça serait nul. Ça redevient nul. Donc même si j'ai les 3 avantages, c'est pas encore l'heure de se détendre, on va attendre que la feuille soit signée, et on reste appliqué jusqu'au bout. Donc on a compris, roi D6, on récupère l'opposition, le roi noir doit choisir un côté, et on choisit l'autre côté, et là on a déroulé le fameux tapis rouge dont tu nous parlais, donc on n'a plus qu'à pousser le pion jusqu'à la promotion. Ok. Bon, donc c'est très clair. Dans le premier exemple, on a vu qu'on n'avait pas suffisamment d'avantages pour gagner, et dans celui-ci, on en avait suffisamment, mais attention, il faut le faire avec application. On n'a pas gagné du premier coup, on va dire. Ouais. Ok. Alors là, tu nous as rajouté un pion. Tu veux nous rendre la tâche plus difficile. Ici, à quoi va servir la règle que tu nous proposes, puisque on n'a pas cet avantage du pion d'avance et du pion passé. Alors, déjà, là, il y a roi-pion contre roi-pion, effectivement, mais si les blancs veulent gagner la partie, c'est nécessairement en prenant le pion noir. Sinon, il n'y a pas de moyen de gagner la partie. Donc, en prenant si jamais ils arrivent à prendre le pion noir, on tomberait dans la finale qui nous intéresse, à savoir roi-pion contre roi. Alors, cet exemple, il est aussi pratique pour illustrer un outil qui est extrêmement utile. C'est le fait d'avoir le roi sur la même rangée que le pion de l'adversaire. C'est quelque chose de très important. Lorsqu'on arrive à placer notre roi sur la même rangée que le pion de l'adversaire, on va gagner ce pion, obligatoirement. Ok. Dans cette structure de 2 pions qui sont face comme des béliers. Lorsque les pions sont, les pions sont face à face, bien sûr. Ok. Oui. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête et qu'on va utiliser, on va voir très rapidement. Donc, comment réfléchir dans cette position ? On veut gagner avec les blancs, donc il faut absolument prendre le pion. Si on capture le pion, ça veut dire qu'on va nécessairement avoir notre roi devant le pion. Donc on aura déjà un avantage. Le problème, c'est qu'il faut en avoir un deuxième. Donc, soit l'opposition, soit le roi sur la 6e rangée. Alors, pour être certain d'avoir un deuxième avantage, on va jouer le coup B5. Ok, on joue B5. Donc le fait de fixer la faiblesse, finalement, c'est la même règle que dans les milieux de jeu. Le fait de fixer la faiblesse, ça signifie qu'elle ne va pas pouvoir partir. Donc au moment où on va gagner le pion, on sera déjà dans ce cas de figure où on aura 2 avantages. À la fois le roi devant le pion et le roi sur la 6e, si je comprends bien. Voilà, c'est ça. L'idée de B5, c'est de fixer le pion B6 de façon à être sûr d'avoir, lorsqu'on va prendre le pion, le roi sur la 6e rangée. Alors pourquoi je dis lorsqu'on va prendre le pion ? Parce que c'est sûr et certain qu'on va le prendre, ce pion, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, lorsque le roi blanc sera sur la 6e rangée, il sera certain de prendre le pion B6. Alors, et qu'est-ce qui fait qu'on va être certain d'arriver sur la 6e là ? Là, on va utiliser ce dont on a déjà parlé tout à l'heure, à savoir l'opposition diagonale. Là, il faut être un peu vigilant. Si on joue de manière négligente roi D5, les noirs prennent l'opposition, ils jouent roi D7 et on n'a pas de passage. On n'arrive pas à atteindre la 6e rangée puisque chaque fois qu'on va bouger le roi noir va nous suivre. D'accord, il va nous interdire le passage, donc là c'est vraiment une opposition défensive. Ouais, exactement. Et à l'inverse, les blancs veulent une opposition offensive qui va leur permettre d'entrer et de forcer le passage. Donc on prend l'opposition diagonale, ça va, on a compris, roi E5. On a bien cette fameuse opposition. Les noirs vont devoir jouer par exemple roi D7, alors s'ils ne veulent pas nous permettre d'arriver sur la 6e. Et là, on joue roi D5. Ok.
on prend l'opposition, du coup on force le roi noir à choisir un côté, et nous on va rentrer de l'autre, et si on rentre de l'autre, on obtient la 6e rangée, et donc on sait qu'on va gagner le pion B6. D'accord, donc on est là, et on va pouvoir gagner ce pion-là. Ok, parfait. Alors on va le vérifier, roi B7 par exemple, roi D7, on s'approche du pion, effectivement on arrive à forcer le passage, les noirs essaient de faire une dernière défense, mais ici roi C7, et on gagne le pion. Et donc là, on sait en un clin d'œil que la partie est gagnée, puisque notre roi est devant le pion, et en plus il est sur la 6e, donc on a 2 avantages. C'est ça. T'as vu, j'apprends vite. Hein. Bravo, t'es un bon élève. Merci, merci. Donc roi B8, roi A6, on laisse passer le pion maintenant, on arrive en B7, et on va contrôler la case de promotion, et c'est gagné. Ok, très clair. Donc cette position-là, finalement, si on la regarde avec le trait au noir, on peut même peut-être tourner l'échiquier. Voilà. Si on la regarde avec le trait au noir, ça signifie qu'ici on n'a pas le choix. On a bien compris avec l'exemple précédent. Exactement. Donc c'est pour ça cette règle, elle est vraiment importante lorsqu'on veut gagner, mais lorsqu'on se défend aussi, puisque quand on se défend, c'est bien de savoir comment l'adversaire veut nous battre. Ouais. Donc là, on a bien compris que l'adversaire veut fixer notre pion sur la 6e rangée et pour le capturer et avoir 2 avantages. Donc le coup noir, maintenant, il n'y a plus trop de suspense, c'est évidemment B5. On sait qu'on va perdre ce pion, on va le donner, mais on ne veut pas le donner n'importe où, on veut le donner sur la 5e rangée, de façon à ce que les blancs ne cumulent pas un 2e avantage. Et ensuite, avec notre roi, on va attendre de manière intelligente, comme on va le voir, de façon à ce que, au moment où les blancs capturent le pion en B5, les noirs soient capables de jouer roi B7 et prendre l'opposition. Et là, il n'y aurait plus qu'un seul avantage pour les blancs, qui serait d'avoir le roi devant le pion, mais ce ne serait pas suffisant. Bon, c'est très clair, on va faire défiler tout ça. Donc les noirs patientent. Bon, on aurait même pu dire qu'on ne défendait pas le pion, se laisser faire. Mais oui. De toute façon, on sait qu'on va le perdre. Voilà. Et là, par contre, faut pas faire de bêtises, alors. C'est ça. Donc là, on sait qu'au prochain coup, les blancs vont prendre le pion B5. En tout cas, ils seront en mesure de le prendre. Et il faut absolument éviter qu'en le prenant, l'adversaire prenne le 2e avantage, à savoir l'opposition. Donc si on joue roi B7 de manière négligente, les blancs vont faire roi prend B5, ils auront le roi devant le pion et l'opposition, et là, les blancs seraient gagnants. D'accord. Donc il faut être vigilant. Il faut être dans le bon timing, en fait, à chaque fois. C'est ça. Et donc là, il faut jouer roi A7, et comme ça, sur roi prend B5, les noirs sont capables de récupérer l'opposition, et là, maintenant, c'est nul. Voilà. Il n'y a qu'un seul avantage, finalement, pour les blancs, le fait d'avoir leur roi devant le pion, mais ils n'arrivent ni à prendre l'opposition, ni à gagner la 8e rangée dans de bonnes conditions. Ok. Alors, on va passer à la position suivante. Hop. Oula, désolé. Je me suis un peu perdu dans les positions. On va faire comme ceci, on va se mettre du bon côté, c'est-à-dire du côté des blancs. Alors, cette fois-ci, il n'y a pas de trébuchet. Enfin, en tout cas, les pions ne sont pas sur la même colonne. Donc là, comme ça, à vue d'œil, j'ai envie de dire, probablement comme les gens qui regardent cette vidéo, le roi blanc est clairement en avance pour aller chercher le pion noir. Une fois que je vais prendre H4, mon roi va être devant le pion, et j'aurai toujours un coup d'attente pour récupérer l'opposition si besoin. Donc j'ai envie de dire, qu'est-ce que c'est que cet exemple? C'est trop facile, non? Oui, c'est trop facile si on connaît la règle et si on s'applique un peu, mais sinon, effectivement, il y a quand même une peau de banane. Ah, ok. Alors, effectivement, les blancs vont capturer le pion, ça c'est inévitable. La question, c'est dans quelles conditions ils vont le capturer. Parce que les noirs vont avoir une possibilité défensive qui va absolument ne pas sous-estimer. À savoir se sacrifier le pion sur la colonne H, donc rendre le pion G transformer le pion G en pion H, c'est-à-dire en jouant H3, les noirs vont forcer les blancs à prendre ce pion, et du coup, le pion tour, on sait très bien, en tout cas si vous ne le savez pas, c'est important de l'avoir en tête, avec un pion tour, il est très difficile, voire impossible de gagner. La raison est que si le roi noir arrive sur la case G8, la position est nulle. Donc si les blancs ont un pion sur la colonne H et que les noirs arrivent à placer leur roi sur la case G8, cette position sera nulle. Ok, alors on va essayer de le vérifier. Bon, moi je reste sur mon idée que je vais pouvoir gagner le pion facilement, donc le pion est sur la 4e, je vais le chercher,
et je me pose pas trop de questions. Comment ça se passe? Alors, roi B6, évidemment, roi D4, roi C6, on rapproche le roi E4, et là, on joue H3. Alors, quelle est l'idée d'H3? C'est que ça force, on menace pion prend G2 ou H2, donc on n'a pas trop le choix, il faut évidemment prendre le pion. Et maintenant qu'on a rendu ce pion, on l'a transformé en pion tour, direction la case G8 pour le roi noir. Ok. Donc roi D6, roi F5. J'essaie de te couper la route, roi E7, roi G6, roi F8. Et là, je me dis, bon, ok, si j'avance le pion, effectivement, on connaît cette règle, une fois que le roi est dans le coin, on va pas pouvoir progresser, il va y avoir patte. Mais, puisque tu nous as parlé de la case G8, on aurait pu se dire, on va t'interdire cette fameuse case G8, et puis tout ira pour le mieux. Oui, mais l'inconvénient, c'est que ton roi est devant le pion, donc il gêne l'avancée de ton pion, donc les noirs attendent tranquillement, avec roi F7, roi F8. Et le problème, c'est que ton roi ne... Alors, soit il va en H8, auquel cas, après roi F7, H7, c'est patte. Donc après roi H8, roi F7, H7. Là, roi F8. Roi F8, c'est patte. Et patte. Finalement, mon problème, en étant au bord de l'échiquier, c'est que je ne peux pas jouer roi I8, par exemple. Il me manque une colonne. C'est ça. Exactement. Et si au lieu d'aller sur H8, aller en G6, j'atteins la fameuse case G8, et donc après roi G8, c'est nul, puisque H7, roi H8, roi H6, fameux patte qu'on a déjà vu tout à l'heure. Ok, donc finalement, effectivement, les choses n'ont pas l'air si faciles que ça. Donc je peux pas aller chercher directement le pion, parce que tu as cette astuce de transformer ton pion, de transformer mon pion en pion tour. Donc qu'est-ce qui se passe? Alors je baisse les bras et c'est nul. Non, il faut, ça on le dit souvent, quand on est déçu par une variante qu'on a calculée, on essaye de s'entêter et on essaye d'améliorer juste ce qu'on vient de calculer. Donc là, on a compris que le roi noir veut foncer sur la case, vers la case G8 et au moment adéquat, sacrifier le pion sur la colonne H pour transformer le pion G en pion tour. Donc il s'agit d'éviter ça, et donc le bon coup pour les blancs, c'est roi C6. L'idée, c'est d'empêcher le roi noir, en tout cas de lui faire perdre du temps dans son périple vers la case G8. D'accord. On lui interdit la case B7. On fait deux choses à la fois, quoi. À la fois, on se dirige vers le pion noir et on coupe la route du roi noir. C'est ça. Ce qu'on appelle la charge à l'épaule. Ok, mais si les noirs sont malins et se disent, c'est pas grave, mon objectif c'est G8, on m'a interdit de passer par B7, pas de souci, je passe par B8. Oui. Donc là, effectivement, le roi noir a progressé puisqu'il était sur la colonne A, il est maintenant passé sur la colonne B. Mais en jouant le coup roi D7, donc pour les blancs jouent roi D7, ici, on empêche le roi noir de gagner encore une colonne. On voit que la colonne C lui est interdite. Donc du coup, le roi noir doit patienter un coup supplémentaire sur la colonne B. Il doit faire du surplace finalement. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, c'est ce tempo-là qui va faire toute la différence et qui va permettre aux blancs de gagner la partie. D'accord. Donc, en résumé, pendant que nous avons gagné colonne par colonne, nous nous sommes rapprochés de la colonne H, notre adversaire, lui, a dû faire du surplace ici au niveau de la colonne B. Donc, il a perdu un tempo à cause de cette charge à l'épaule. Et on va voir, au final... Maintenant, on se dirige. Roi D6 par exemple. Alors, on va d'abord regarder Roi D6, après on regardera le sacrifice avec H3. Donc Roi G4, Roi E6, Roi prend H4. Et là, effectivement, on va être gagnant parce qu'on va cumuler deux avantages. Par exemple, après Roi G4, Roi G6. Pour l'instant, on n'a qu'un seul avantage. On n'a que l'avantage du roi devant le pion, mais en jouant le petit coup d'attente G3, on donne le trait à l'adversaire et donc c'est nous qui avons cette opposition et l'avantage gagnant. C'est un avantage assez classique d'avoir, lorsqu'on a le roi qui est loin devant le pion, en fait, ça nous permet de jouer un coup d'attente avec le pion et de façon à récupérer notamment l'opposition. Donc ça, c'est un thème assez classique. Vraiment thématique, ouais. Et donc si on revient et que j'essaie de sacrifier en H3, puis on prend H3, Roi D7, et là, effectivement, dans la même position tout à l'heure, on se souvient, le roi était sur E7, et là, il est seulement sur D7. Donc, il manque un tempo, et
une nouvelle charge à l'épaule, finalement, un nouveau blocage. Les noirs n'arrivent pas à s'installer sur F8 ou sur G8, comme tu nous as dit. Et donc, bon, là, c'est Usain Bolt, quoi. Hein. C'est ça. Bon, il n'y a même pas besoin d'être Usain Bolt, mais là, il avance tout droit. Il n'y a même pas besoin de se précipiter. H4, H5, H6, H7. D'accord. Donc là, le fait d'avoir utilisé la charge à l'épaule a permis au blanc non seulement de gagner le pion, mais en même temps de couper la route au roi de l'adversaire. Vraiment une règle importante. Hein. Ok. Alors, passons à la position suivante. Cette fois-ci, avec les blancs, je me dis, mon roi est quand même assez éloigné, mais celui de l'adversaire aussi. On sent que les deux pions là-bas sont vulnérables. C'est vraiment une course quoi, qui commence, on va dire. Est-ce que je peux tout de suite, en tout cas le premier réflexe, hein, c'est de se dire, est-ce que je peux aller chercher le pion noir? Alors, on peut essayer, bien sûr, mais après roi F2, donc l'idée de ce coup, c'est que justement, le roi noir se rapproche en même temps du pion blanc, parce que, bon, évidemment, l'objectif, c'est de le capturer, mais en même temps, il se dirige vers le roi blanc de façon à le repousser. Donc ça aussi, c'est un thème très très classique. C'est mieux de jouer roi F2 que roi G2. Ouais, tout à fait. Par exemple, si je fais roi C3, en faisant roi E3, à la fois on s'est approché du pion et aussi on a pris l'opposition, donc on a bloqué le roi de l'adversaire. Voilà, c'est encore un exemple de charge à l'épaule. Ok. Bon, et si je reste sur mon plan initial, je vais chercher le pion noir. Oui, donc roi F4, roi E6, roi G5. Et là, on est vraiment dans ce qu'on appelle le trébuchet basique. Donc après roi H6, les noirs donc, défendent en même temps le pion G7 et attaquent le pion G6, forcent les blancs à quitter la défense de leur pion G6, donc roi E6 par exemple. Et après roi prend G6. Cette position est gagnante pour les noirs. Ils ont le roi devant le pion, ils font l'opposition latérale, on va dire. Et là, ils n'ont plus qu'à dérouler le tapis rouge et accompagner le pion vers G1. Ok, parfait. Bon, donc ma tentative de gain avec les blancs échoue lamentablement. Je me dis, je vais essayer de faire nul. Donc si je retiens ce que tu nous as expliqué tout à l'heure, au moment où le roi noir va prendre le pion, il faut que mon propre roi atterrisse sur la case G4. Lorsque tu prends le pion, je dois arriver en G4. Oui, exactement. Donc si j'essaie cette fois-ci, je fais le même coup, roi B4, roi F2, roi C4, mais non plus avec l'idée, dont on a vu que ça ne marchait pas, d'aller vers F7, mais plutôt avec l'idée d'aller vers G4. Là, comme tu nous as dit tout à l'heure, roi E3, ça va nous faire justement un blocage. Donc j'ai pas non plus la possibilité d'aller vers G4. Alors, les blancs sont perdants. Alors. Non. Ah mince. Enfin, ou tant mieux. Non, en fait, comme on veut aller sur G4, c'est un peu le même raisonnement que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut se rapprocher donc de la colonne G. Et en fait, peu importe le chemin, l'important c'est qu'à chaque coup, on gagne une colonne pour se rapprocher de la colonne G et de la case G4 en particulier. Donc, au lieu de passer par en haut, on va passer par en bas. Ok. Puisque, en fait, les chemins du roi noir et du roi blanc vont se croiser. Le roi noir veut monter pour aller chercher le pion G6. Et si nous, on monte aussi, à un moment, les deux rois vont se heurter et le roi blanc va se retrouver bloqué. Donc, pendant que le roi noir va monter, le roi blanc va descendre de façon à éviter de rentrer en collision avec le roi adverse. Et on voit par tes jolies flèches que le chemin est exactement de la même longueur, en fait. Ouais, il y a le même nombre de coups. Ouais. C'est pas comme dans la vie où le chemin le plus court c'est la ligne droite. Aux échecs, c'est pas valable. Il y a une géométrie particulière. Alors, on va essayer. Donc, roi B3. Les noirs font roi F2 pour la fameuse charge à l'épaule. Et effectivement, comme tu l'as très bien décrit, le roi noir est en train de monter vers le pion pour pouvoir s'en approcher. Mais il ne nous bloque pas vraiment puisque on peut continuer notre chemin. On est parti de la colonne A, on est passé sur B, sur C, sur D maintenant. Donc petit à petit, même si c'est contre-intuitif, on est vraiment en train de se rapprocher de notre objectif de la case G4. Donc les noirs vont chercher le pion. Et comme on l'avait prédit, enfin ou espéré en tout cas, au moment où tu prends en G6, on te fait roi G4, on a pris l'opposition, tu n'as que l'avantage
d'avoir le roi devant le pion, et donc c'est pas suffisant, il te manque un avantage. C'est ça. Là, cette position est nulle puisque les blancs ont pris l'opposition. Ok, parfait. Alors, position suivante, on retrouve notre trébuchet. On va le regarder du point de vue des noirs, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. On retrouve notre trébuchet, et bon, ici, il y a des bêtises à ne pas faire. Alors, si le trait est au blanc, il faudrait surtout pas jouer roi D5, on l'a vu tout à l'heure, parce qu'après roi F4, le trait est au blanc, ils doivent bouger leur roi, et ils perdent le pion dans des conditions catastrophiques. Ouais. En fait, il faut comprendre que les blancs, oui c'est ça, les blancs vont gagner le pion, j'ai du mal avec les couleurs, je vais y arriver. Donc les blancs sont certains de gagner le pion en fait. Pourquoi? On l'a dit tout à l'heure, c'est le petit outil qu'on a évoqué tout à l'heure, à savoir lorsque le roi vient sur la même rangée que le pion adverse, il le gagne. Dans la configuration, les pions sont face à face. Donc là, on sait que le roi blanc va capturer le pion E5. La question est dans quelles conditions? Est-ce qu'il aura... Donc il aura un avantage, c'est certain, puisque le roi sera forcément devant son pion, mais il ne faut pas qu'il cumule un deuxième avantage. Okay. On imagine l'opposition. Donc ici, sur roi C5... D'accord, donc roi D5, on a vu, ça ne marchait pas. Par contre, en venant sur C5, on utilise ce principe des cases minées. Le premier qui arrive sur cette case fait exploser les deux mines et libère le passage pour l'autre. Ok, donc roi C5, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Bon, si je fais roi F4, roi D5, cette fois-ci c'est mon tour avec les noirs de devoir dégager et perdre le pion. Donc puisque je sais que je vais perdre le pion, je vais le donner dans des conditions qui me conviennent. Donc par exemple, j'attends, voilà, je peux faire roi F6, et au bout d'un moment, quand le pion va tomber, il faut que je puisse faire roi E7 pour prendre l'opposition. Voilà, okay. C'est ça. Et là, ton roi est devant le pion. Par contre, il n'est ni sur la 6e rangée, ni en opposition, puisque le trait est au blanc. Et donc, il n'y a qu'un avantage sur les 3. Et c'est nul. Ok, très bien. Alors, position suivante, 7e position. Hop là, j'ai encore fait une bêtise, comme d'habitude. Désolé. On va se mettre du point de vue des blancs. Alors, cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? Donc, on voit que le roi noir est très proche du pion blanc, donc certainement que les noirs vont capturer le pion. Donc, ils vont obtenir le roi devant le pion. Ça, c'est inévitable. Donc, il s'agit pour les blancs de revenir très très vite s'occuper de ce roi. Et il faut aussi avoir en tête que les noirs ont un pion tour. Donc on en a parlé déjà tout à l'heure, on a vu une méthode de défense où on sacrifiait le pion pour justement transformer le pion G en pion tour. Bah là, le pion est déjà un pion tour. Et donc l'idée des blancs va être de se rapprocher du roi noir tout en essayant de le bloquer dans le coin, exactement comme on a vu il y a 2 ou 3 exemples. Donc l'idée c'est roi B7 et pas roi A7, puisque encore une fois, on veut gagner une rangée à chaque coup. Donc on va essayer de contourner, on va voir, roi B7, donc on attaque le pion, les noirs sont obligés de jouer roi A5, roi C6, on continue notre périple vers... on peut, au passage, on menace de gagner le pion. Et on menace roi B5, donc le A4 est forcé, et là on fait roi D5. Pourquoi roi D5? Parce que si on jouait roi C5 naïvement, on voit qu'au prochain coup, on ne peut pas aller sur la 4e rangée, donc les noirs joueraient A3, et on perd un tempo extrêmement précieux. Donc on fait du surplace, et on va arriver un coup trop tard. Voilà. Ici, il faudrait qu'on arrive sur C2, malheureusement, on est un petit peu trop éloigné, donc après roi C3, roi B1, et il y a une dame. Ok. Donc, on fait roi D5 pour éviter de se télescoper avec le roi de l'adversaire. Les noirs vont jouer A3, et ici, et là, on joue roi E4. Voilà. On contourne, en fait, c'est une méthode de contournement qui est très classique dans les finales de pion. On voit qu'à chaque coup, le roi blanc a gagné une rangée. Et comme tout à l'heure, on a vu que la ligne droite n'est pas forcément le chemin le plus court aux échecs. Et donc après roi B2, on gagne encore une rangée avec roi D3. Et sur roi prend A2, roi C2, on a encore gagné une rangée. Et on a bloqué le roi, mission accomplie. Et cette position est nulle, c'est la même position que l'on a vue tout à l'heure. Ouais. Ok, avec le pat final de cette façon. Ok, très bien. Donc finalement,
on se rend compte que il est très probable qu'avec un pion tour, on arrive à faire nul. Enfin, celui qui cherche à faire nul arrive à faire nul avec un pion tour. Donc c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Ouais. Donc là, avec la position que tu nous donnes, ici pour l'instant il n'y a pas de pion tour, mais on sent que on est au bord de l'échiquier quand même. Ouais, on est au bord de l'échiquier et on l'a vu déjà tout à l'heure dans l'exemple, dans un des exemples précédents, où une des méthodes de défense assez classiques, c'est justement de transformer un pion G en pion H ou un pion B en pion A. Okay. Et là, on va voir justement dans cet exemple que c'est un stratagème assez intéressant en défense. Ok. Donc là, trait au blanc, roi C7. Roi C7, c'est le coup normal, bien sûr. Est-ce que je peux essayer tout de suite finalement? Alors ça, malheureusement, ça marche pas parce que les blancs ne seraient pas obligés de prendre, ils pourraient jouer B5 et après B6. Malheureusement, tout s'enchaîne pour les blancs et ils vont faire une dame. Ouais, ils vont faire une dame avant nous et on n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps de promouvoir notre pion. De toute façon, en plus, on est menacé de mat ici sur B6. Donc, ok, sur roi C7, finalement, il n'y avait que 2 coups légaux. Donc là, une fois qu'on a éliminé A5, on ne peut pas se tromper. On doit jouer roi A8. Et notre adversaire réussit quand même à se mettre devant le pion. Donc là, si il pouvait prendre le pion sur A6, ils auraient les 2 avantages. À la fois le roi devant le pion et le roi sur la 6e ligne. Donc, oui. Alerte rouge, quoi. Voilà. Là, il faut tirer la sonnette d'alarme et se dire qu'on va perdre le pion, mais encore une fois, il faut le donner sous certaines conditions. Donc, pour éviter que les blancs cumulent un deuxième avantage, le bon coup, c'est de jouer A5. Ok, donc, on sacrifie le pion. Bon, on sacrifie le pion. Si pion prend, on a compris, le pion maintenant est un pion tour, le roi est déjà bien en place, donc ça va faire nul, comme on l'a déjà décrit plusieurs fois. Mais comment ça se passe si c'est le roi qui prend? Parce que bien évidemment, le pion n'est pas obligé de prendre. Ici, j'ai quand même mon roi devant le pion. Oui, mais tu n'as pas l'opposition et tu n'as pas le roi sur la 6e rangée. Donc tu n'as qu'un seul avantage. Donc il suffit au noir de prendre l'opposition avec le coup roi A7. Et c'est une nulle assez triviale puisque les blancs n'ont qu'un seul avantage, à savoir le roi devant le pion. Et ça, c'est une position que l'on a déjà vue tout à l'heure. Et juste un petit truc, au lieu de faire roi prend A5, les blancs pouvaient essayer aussi B5. Ah oui, exact. Alors, est-ce qu'on pouvait essayer de faire la course avec B5? On va essayer de garder le pion. Donc là, il faut se méfier encore, mais on pourrait se dire, moi maintenant j'ai un pion passé, je vais le pousser à dame et je vais faire A4, qui serait une faute, parce qu'après roi C7, A3, B6, A2. Le problème c'est qu'il y a B7 échec qui fait mal. Hein, le pion avance avec tempo et pendant ce temps-là on ne peut pas faire notre propre promotion et donc on va se faire mater comme tout à l'heure. On se fait mater en B6. Ok, mais donc, heureusement, quelle est la solution? Donc sur B5, on ne s'affole pas et on joue roi B8. On prend l'opposition. Et bien sûr, on n'a pas peur de roi prend A5, parce que maintenant on menace A4, et s'il fait roi prend A5, là, les blancs ont 0 avantage, donc on peut jouer n'importe quel coup, mais roi A7, B7... n'importe quel coup qui contrôle B6 et A6. Quoi. Oui, bien sûr. Ouais. Ok, et on voit bien que le roi blanc, est absolument là où il ne faut pas être, finalement. Il n'est pas devant le pion, il n'est pas sur la 6e, il n'a pas l'opposition, bref, ça ne va pas du tout, on n'arrivera pas à gagner. Ok, si je ne dis pas de bêtises, on va passer maintenant à des exemples pratiques. Hop, voilà, on va se mettre dans le bon côté. Donc tu nous as sélectionné 5 petits exercices de mise en pratique en quelque sorte du concept que tu viens de nous expliquer et des 3 règles que tu viens de nous expliquer. Donc on peut peut-être vous inviter, vous qui suivez cette vidéo, à mettre la vidéo en pause et à réfléchir par vous-même et à faire ça pour cette position et pour les 4 prochaines. Oui, donc effectivement, ça peut être instructif pour vous les followers de chercher ce genre d'exercice. Justement, tout à l'heure, on vous expliquait que la méthode des 3 petits avantages était utile au niveau pratique. Là, c'est typiquement le cas.
Donc on voit qu'il y a les 4 tours sur l'échiquier et un pion de plus pour les blancs. Donc on voit que les échanges de tours sont inévitables du fait de la position de tours en E4 et E5. La question, c'est est-ce que les blancs sont capables de valoriser leur pion de plus? Donc en gros, comment échanger les tours, les 4 tours, parce qu'on voit qu'on peut échanger soit avec la tour G5, soit avec la tour E4 en E5. Donc on voit que les 4 tours vont pouvoir disparaître. Donc tour prend E5, c'est facile. Et on va donc transposer dans une finale roi-pion contre roi. Donc, on sait très bien maintenant, grâce à cette méthode des 3 petits avantages, qu'il faut obtenir 2 avantages pour gagner la partie. Donc le bon coup, c'est roi F4. D'accord, donc on met le roi devant le pion. On élimine immédiatement tour prend E5, roi prend E5, parce que là, on n'aurait aucun avantage sur les 3. Exactement. Donc on ne va échanger qu'à nos conditions. Il s'agit de déjà essayer d'obtenir le premier avantage, qui est le roi devant le pion. Donc c'est le cas avec le roi en F4. Ça attaque la tour, donc ça force tour prend E4. Et heureusement pour les blancs, après roi prend E4, on a toujours le roi devant le pion. Et en plus, on obtient l'opposition, ce qui nous confère un deuxième avantage. Et maintenant, la position est gagnée. On peut s'en convaincre avec les quelques coups qui défilent. D'accord. Et on obtient cette fameuse position gagnante qu'on a déjà vue plusieurs fois. Donc, première mise en pratique, surtout au moment d'échanger les dernières pièces finalement et d'arriver dans la finale avec les pions, il faut vraiment se dire que la méthode que tu nous présentes va nous permettre de mieux calculer, ou en tout cas de tirer des conclusions plus rapidement de nos variantes. Oui, c'est ça. En fait, dès qu'on voit qu'on va tomber dans une finale roi-pion contre roi, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de continuer. On sait tout de suite quelle est l'évaluation de la position, ce qui est extrêmement précieux quand on est dans les conditions d'une partie. Ok, effectivement. Alors, nouvel exemple, donc mettez en pause si vous avez envie de chercher, de mettre en pratique. C'est une position tirée d'une partie, j'ai pris des notes, entre Yats et Tartakover en 1927. Ce qui est bien la preuve que même au niveau des top grands maîtres, il peut être utile de connaître la règle de Romul. Voilà, on va dire ça. Donc ici, on voit que les noirs ont un pion de plus et ils attaquent un deuxième pion, le pion B4. Donc la situation a l'air compromise pour les blancs, mais on va voir que par un petit tour de passe-passe, les blancs vont s'en tirer. Donc ici, le bon coup, c'est roi A3. Donc ça, c'est le coup assez facile à trouver puisque ça défend le pion. Là, il y a deux coups intéressants à regarder, mais en fait, plutôt qu'un. Sur roi C3, c'est patte. Donc ça met fin immédiatement à la partie. Donc voilà. Ici, si on essaie d'être malin, on se dit, bon, bah, finalement, on a un pion superflu, on n'a pas besoin de 2 pions d'avance pour gagner la partie. Donc je donne le pion B en me disant que lorsque les blancs vont prendre, je vais prendre en B4, j'aurai non seulement le roi devant le pion, mais j'aurai aussi l'opposition. Oui, donc les noirs ont joué B2 avec l'idée justement, donc, comme tu viens de le dire, d'obtenir 2 avantages avec l'opposition et le roi devant le pion. Mais il y a un mais. Mais il y a un mais. Et le mais, c'est qu'aux échecs, on n'est pas obligé de prendre. Et le bon coup pour les blancs, c'est roi A2. Donc toujours pareil, on sait que les noirs vont capturer le pion B4, mais au moment où les noirs vont prendre en B4, il faut qu'on soit capable, avec notre roi, de venir sur la case B2. Donc on attend gentiment que les noirs prennent en B4, et à ce moment-là, seulement, on prendra le pion B2. D'accord. Donc même s'ils essaient de faire un petit tour de passe-passe avec roi C3 et attendre, on attend aussi, et de toute façon, au bout d'un moment, les noirs devront prendre le pion sur B4, et à ce moment-là, on prendra en B2, il n'y a qu'un seul avantage pour les noirs, donc la position est nulle. Ok, parfait. Alors, passons à ce nouvel exemple. On va se mettre du côté des noirs. Alors, on a un pion de plus, mais ce sont des pions doublés, c'est pas génial. Comment on va faire pour gagner ça? Alors, effectivement, les pions sont doublés, mais il y en a un qui est en plus, et l'avantage d'avoir un pion en plus, c'est qu'on peut le rendre quand ça nous arrange et dans les conditions qui nous vont bien. Et ici, justement, c'est le bon moment pour le rendre. Et le bon coup, c'est C3. Donc, on menace puis on prend B2. Donc, les blancs
ont le choix, soit ils prennent, soit ils jouent B3. Donc s'ils prennent, on tombe dans le cas de figure que l'on a déjà évoqué, à savoir les deux pions, les pions blancs et les pions noirs face à face. Et donc en jouant C4, on fixe le pion sur la troisième rangée et on a l'opposition, en fait, puisque le roi noir va être obligé de bouger. Et donc, du coup, le roi noir va pouvoir aller sur la troisième rangée, à savoir la rangée du pion adverse. Et donc, on est sûr de capturer le pion en C3. Et si on capture le pion en C3, on aura bien deux avantages. Le roi sur la troisième rangée, le roi devant le pion. Et donc, les noirs seront gagnants. Ok, j'illustre juste avec les coups qu'on avait oublié de rentrer. Donc, roi prend C3. Mon roi est devant le pion. Mon roi est sur la troisième rangée. Donc, c'est gagné, même si les blancs veulent prendre l'opposition. De toute façon, on a nos deux avantages sur 3, donc ça va. Donc on a confiance et on continue gentiment la partie. Et on va gagner ici. Après roi D2, roi B2, on arrive à faire une promotion. Ok, donc sacrifice très intelligent finalement pour obtenir une configuration de pion avantageuse. Mais les blancs ne vont pas être aussi sympas que ça et ils vont refuser notre cadeau empoisonné avec le coup B3. Oui. Mais bon, maintenant, en fait, le but du jeu est de faire reculer le roi blanc de façon à aller sur la troisième rangée. Une fois que le roi noir arrive sur la troisième rangée, la partie va être facilement gagnée. Donc, on joue un coup d'attente, on joue roi D4, on reste bien sûr proche de notre pion C3. Là, roi D1 ou roi E1, ça change pas grand-chose. D'accord. Sur roi E1, on fait roi E3, on prend l'opposition. Ouais. Et après roi D1, roi D3, on obtient finalement exactement la même position que si les blancs avaient tout de suite joué roi D1, pardon, et maintenant roi D3. Donc on prend l'opposition, bien sûr donner le pion, ça ne servirait à rien. Donc on a le roi qui arrive sur C1, et après C2, les carottes sont cuites, on ne peut toujours pas donner le pion, et sur roi B2, on a le coup roi D2, et le pion va faire une dame. Ok, c'est très clair. Alors on arrive à des exemples sur des exercices plutôt un petit peu plus compliqué, avec, on va se mettre du bon côté, avec un petit peu plus de pièces sur l'échiquier. Donc comme d'habitude, mettez en pause la vidéo, cherchez par vous-même, petit exercice, et ensuite on va y réfléchir ensemble. Oui, donc effectivement, là on voit qu'il y a un peu plus de pièces, il y a deux cavaliers et un pion pour les blancs contre un cavalier et un fou. Donc les blancs vont essayer de valoriser leur pion de plus, et ils vont pour cela essayer de simplifier au maximum la position. Donc leur rêve, entre guillemets, c'est d'échanger toutes les pièces mineures et de transposer dans une finale roi-pion contre roi qui serait gagnante s'ils arrivaient à obtenir deux petits avantages, comme on l'a énoncé depuis le début de cette vidéo. Okay. Donc le premier coup qui vient à l'esprit, c'est bien sûr cavalier D F5. Ok, qui fait échec, qui nous assure donc de récupérer le fou, et en plus on peut calculer à l'avance que lorsque le roi noir va venir récupérer le cavalier, on aura une nouvelle fourchette d'échange, ou je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais bon, je pense que tout le monde comprend. Une fois que le roi noir va arriver sur E7, on fait cavalier D5 échec, on a échangé les deux cavaliers contre le cavalier et le fou, et en plus, je suis dans des bonnes conditions, parce que mon roi sera largement devant le pion, avec la perspective d'un coup d'attente si jamais j'en ai besoin. Donc, oui, c'est ça. Les blancs veulent nettoyer l'échiquier. Okay. Et on a l'impression qu'ils y arrivent. Alors, on a l'impression qu'après roi E7, cavalier D5, prise. Est-ce qu'on est dans le cas de figure qui cavalier gagne? prend, roi prend. Effectivement, là, on est le roi devant le pion. Et même si les noirs prennent l'opposition, on peut la récupérer avec le coup D4. Donc là, on a premier avantage, le roi devant. Deuxième avantage, l'opposition, c'est gagné. Ok, bah, ça a l'air d'être très très cool. Après cavalier F5 échec, roi F7, on prend E7. Et on a l'impression que... mais en fait, il y a un mais, comme d'habitude. Hein. Ouais. Et donc, après cavalier prend E7, la ressource des noirs est d'utiliser leur cavalier pour se sacrifier contre le dernier pion, puisqu'on sait qu'on ne peut pas gagner avec roi et deux cavaliers contre roi. Donc si le cavalier noir arrive à se sacrifier contre le pion, c'est fini. Et en jouant cavalier E6, c'est un coup très, très malin, on menace fourchette en C5, cavalier C5 qui ferait échec et qui en même temps attaque le pion D3. Donc si par exemple je sauve mon cavalier, tu appliques ta menace, tu sacrifies ton cavalier, et là malheureusement
pour les blancs, 2 cavaliers ne peuvent pas faire mat face à un roi esselé. Ok, alors essayons d'être plus malin que ça, puisque ta menace c'est cette fourchette. On va essayer de contrôler la case C5, alors bien sûr pas avec D4, puisque tu sacrifierais tout de suite ton cavalier. Donc essayons plutôt le coup roi D5. Alors sur roi D5, je passe de l'autre côté, et je joue cavalier F4. Ok. Donc échec, et je peux sacrifier en D3. Le même sacrifice. Et c'est nul. Ok. Donc ça signifie que dans notre position initiale, les blancs ne peuvent pas forcer l'échange généralisé, et il est très probable que cette partie va se finir par la nulle, puisqu'à un moment donné, les noirs réussiront à sacrifier leur cavalier ou leur fou pour le pion, et ce sera nul finalement. Alors le dernier exemple est beaucoup plus compliqué. On a gardé le feu d'artifice pour le bouquet final, on va dire, pour cet exercice, pour cet exemple-là. Donc on va se mettre comme ceci. Donc attention, c'est difficile là, Romu. Hein. Ouais, là, je sais même pas si c'est peut-être une étude. Enfin, en tout cas, je crois que c'est la fin d'une étude d'ailleurs. Ouais. Moi, j'ai lu que c'était une étude tirée d'une partie, ou est-ce que ça a été... Bon, c'est pas très clair, mais bon. Inspiré d'une partie. Je crois que c'est une étude qui est inspirée d'une partie. Il me semble mais aussi. Ça, c'est la fin, c'est une position finale en fait. Oui, c'est la fin d'une très longue Donc t'es en train de dire aux followers qu'on a été sympa avec eux, on leur a juste mis une position très très difficile au lieu de complètement impossible. Voilà, c'est ça. Vraiment, vraiment très très sympa, et j'espère que nos followers ne l'oublieront pas. Exactement. Donc qu'est-ce qu'on voit? On est cloué. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que effectivement le cavalier F2 est attaqué, et il est cloué. Donc roi G3 pour le protéger, ça c'est simple et bon. Sauf que on voit que le placement des pièces blanches peut paraître un peu maladroit, puisqu'il y a la tour en C5, le cavalier en F2, qui sont sur des cases noires, et ils sont alignés sur la même diagonale G1 A7. Et donc les noirs, on a l'impression que les noirs gagnent avec le coup tour prend F2. Ok, pour attirer le roi sur F2, si j'accepte, effectivement, après fou B6, les noirs vont rester avec une pièce de plus, et le fou qui peut contrôler en plus la case de promotion. Ok, on ne fait pas d'aparté là-dessus, mais on le souligne au passage. Donc après tour prend F2, on a perdu une pièce, qu'est-ce qu'on va faire? Alors on a l'impression qu'on a perdu une pièce, effectivement. On voit que si on joue, si on se dit, les noirs ont pris un cavalier, je vais essayer, avant de prendre la tour, d'attaquer le fou par exemple par un coup comme tour C8. Malheureusement, les noirs ont fou B6 à leur disposition, qui bouge le fou et qui en même temps protège la tour, et les noirs resteraient avec une pièce de plus, une position complètement gagnante. Donc les carottes ont l'air presque cuites, mais heureusement les blancs ont un coup intermédiaire assez fort, c'est le coup tour H5 échec. Alors quelle est l'idée de ce coup? L'idée c'est d'enlever la tour de la case C5, donc maintenant on menace réellement de prendre la tour en F2 puisqu'il n'y aurait plus de fou B6 en filade. Donc la réponse des noirs est forcée, il faut faire roi G6. Pour attaquer. Et là on a l'impression encore une fois que c'est terminé, puisque les blancs ont leur tour attaqué, et du coup ils n'ont pas le temps de récupérer la tour F2, puisque si roi prend F2, on ferait roi prend H5 et on aurait toujours une tour de plus. Un fou de plus, pardon. Ouais. Donc quel est le sauvetage? Alors il faut contre-attaquer, toujours pareil. Donc voilà, le coup intermédiaire. On pense à tour D5. Voilà, tour D5 qui attaque le fou et qui garde l'attaque sur la tour F2. Donc la réponse des noirs est forcée. Fou B6. C'est fou B6. Et alors quelle est la différence avec tout à l'heure? Parce qu'on avait vu tout à l'heure tour D5 avant de faire tour H5 échec. Oui. Donc la différence, elle est liée au fait qu'on ait fait échec en H5, et donc on a attiré le roi noir sur la 6e rangée. Et du coup, ce roi est aligné sur la même rangée que le fou B6. Et ce qui permet donc aux blancs de faire le coup tour D6 échec. Ok, attaque le roi. Attaque le roi. Donc là, le roi a le choix entre, on va dire, G5 ou F5, sont les deux cases naturelles. Donc, je ne sais pas, peut-être on commence par roi G5, on va dire. C'est parti pour roi G5. C'est parti. Donc là, on prend B6. On veut récupérer notre pièce. Ça. On élimine le défenseur de la tour F2, et on va récupérer la tour. Alors,
bien sûr, sur pion prend tour, on fait roi prend F2 et, bon, avec une position nulle assez facile, parce que chacun a un pion. Et, okay, oui, chacun va prendre le pion de l'autre finalement. Voilà, ça c'est trivial. Okay. Mais les noirs peuvent essayer de se dire, ok, quitte à perdre la tour, autant qu'elle prenne un pion au passage. Donc tour prend F3, échec intermédiaire. Roi prend F3 et A prend B6. Et là, on peut faire un arrêt sur image. Les noirs ont réussi, grâce à leur tour de passe-passe tactique, à transposer dans une finale roi-pion contre roi, mais malheureusement pour eux, en faisant A prend B6, ils n'ont qu'un seul avantage, qui est le roi devant le pion. Ils n'ont ni l'opposition, ni le roi sur la troisième rangée, donc cette position est nulle. Bon, en plus, c'est pas très compliqué, les blancs vont simplement gagner le pion. C'est ça, on est vraiment loin du pion, donc on peut même pas le protéger, il est perdu. Alors là, nous vient une idée finalement, en rétropédale, on va dire. Au moment où les blancs sont venus faire tour D6 échec, on se dit, ça serait vraiment bien d'avoir l'opposition. Alors on va préventivement, ou avec beaucoup de prévoyance, mettre le roi sur F5, et comme ça, dans la même variante, après tour prend B6, tour prend F3 échec, et notre roi est déjà bien en place. Ouais. Effectivement, si ici les blancs jouent roi prend F3, les noirs feraient A prend B6, et on est exactement dans la bonne configuration, à savoir le roi devant le pion et le roi en opposition. Donc les noirs auraient deux petits avantages, et donc on aurait une position gagnante. On peut s'en convaincre avec les coups qui défilent. Bon, on arrive jusque-là, on a déjà vu ça plusieurs fois déjà dans cette vidéo. Donc effectivement, avec le roi sur F5, ça change tout. Puisque si roi prend, A prend B, on a nos deux avantages sur 3, on a gagné. Mais il y a encore une petite pointe, une nouvelle pointe. Une grosse pointe même, c'est que, encore une fois, on n'est pas obligé de prendre tout de suite la tour, et on peut jouer le très très joli coup roi G2. Ouais, vraiment très fin. Ouais, donc l'idée c'est de rester au contact de la tour F3, bien évidemment, et donc si les noirs maintenant prennent en B6, la tour, maintenant seulement on prend en F3 et les blancs récupèrent l'opposition. Ce qui fait toute la différence, c'est que le trait est au noir finalement. Voilà, c'est ça. Les noirs restent qu'avec un seul avantage, le roi devant le pion, mais ils n'ont pas l'opposition. Et cette position est nulle. Bien évidemment, le roi blanc est dans le carré du pion. Du pion, il peut arrêter facilement le pion. Voilà, si le pion essaye d'y aller tout seul, il est surveillé par le roi blanc. Donc on le vérifie comme on l'a fait précédemment. Ici, on comprend bien que dans la variante où les blancs avaient pris immédiatement la tour sur F3, arrivé dans cette position, le trait était à eux et ils devaient céder le passage au roi adverse. Ici, en ayant perdu un tempo avec roi G2 avant de prendre la tour, au final, on garde l'opposition défensive, on va dire, et les noirs ne peuvent pas gagner. Ils n'ont de toute façon qu'un seul avantage. On espère que grâce à cette vidéo et à la technique de Romu, des trois règles, des trois petits avantages plutôt, vous allez pouvoir au premier coup d'œil, ou en tout cas le plus rapidement possible, vous convaincre du fait que la position va être soit gagnée, soit nulle. Merci Romu pour toutes ces explications très claires, je pense. Merci à toi. J'espère que cette règle sera utile. Juste un petit truc, peut-être on a oublié peut-être une micro-variante. D'accord. Je vais me rendre compte sur au lieu de A prend B6, je vais y arriver. D'accord. Donc au moment où les blancs refusent intelligemment de prendre la tour avec roi G2, ils auraient pu essayer de ne pas prendre la tour et de sauver la leur, c'est ça? Ouais, voilà, de jouer tour à 3. Mais donc là, les noirs resteraient avec un pion de plus en finale de tour, mais cette finale de tour est très facilement nulle. Par exemple, un coup comme tour D6, encore une fois, c'est un pion tour, donc ça complique grandement la tâche des noirs. Et là, avec la tour sur la colonne D, on coupe le roi noir qui ne peut pas revenir vers son pion, et le roi blanc, quant à lui, va se diriger vers la colonne du pion, la colonne A ou la colonne B, et bon, avec une nulle assez très simple. Ouais, donc il n'y a pas de trou dans la variante, on va dire. Et effectivement, c'était une nulle forcée après une escarmouche tactique quand même vraiment très impressionnante. Donc on vous remercie de nous avoir suivis jusqu'ici. On espère vraiment que grâce à cette règle des trois petits avantages, vous allez pouvoir beaucoup mieux juger les positions avec roi et pion contre roi. Et on espère surtout que vous avez compris l'intérêt pratique de ces règles-là. Il ne faut pas attendre
d'arriver dans la finale avec roi et pion contre roi pour se poser la question de savoir est-ce que c'est gagné ou est-ce que c'est nul, c'est avant les derniers échanges que vous devez vous poser la question. Lorsque vous calculez et que vous voyez que les derniers échanges sont possibles, vous devez vous demander si vous allez être dans le bon cas de figure ou pas. En utilisant cette idée des 3 petits avantages dont vous avez bien compris qu'il faut en avoir 2 pour pouvoir gagner, et s'il y en a moins de 2, c'est nul. Encore une fois, merci Romu. Merci à toi. On vous invite à liker notre vidéo, à la partager avec vos amis qui souhaitent progresser aux échecs, invitez-les à venir regarder quelques-unes de nos vidéos, et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à notre chaîne en pensant bien à activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications et être prévenu chaque fois qu'on publie une vidéo sur les finales ou bien une vidéo sur les ouvertures ou encore une tactique du jour. Vous avez l'habitude, on essaie de vous offrir du contenu au moins une fois par jour et très souvent plus que ça. Donc merci à tous de nous suivre et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir, à bientôt.